Bonjour Monsieur Poulain, merci de nous recevoir au sein de l'ISTIA. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je suis Jean-Pierre Poulain, je suis sociologue, anthropologue et je suis spécialiste de l'alimentation, particulièrement des dimensions culturelles de l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose qui est massif. On voit bien la dimension nutritionnelle, on voit la dimension physique, la cuisine, la faim dans le monde. Mais il y a une partie qu'on voit un peu moins bien parce que, en fin de compte, on est complètement immergé dedans. C'est que l'alimentation, c'est un phénomène culturel. C'est un phénomène culturel parce que ce que nous mangeons est défini par nos cultures. On le comprend quand on se déplace, quand on voyage, et qu'on va dans un autre endroit où on mange des choses bizarres, qui nous apparaissent comme immangeables, ou quand on se déplace dans le temps. Et donc cette dimension culturelle, elle est essentielle parce que l'alimentation participe à la construction des identités sociales, à l'organisation de la société. Comme ça, il y avait un philosophe grec qui disait une société se construit autour de la façon dont elle produit et transforme ses aliments et consomme ses aliments. Produire, transformer, consommer, et bien même aujourd'hui, dans un contexte social tout à fait différent, ceci est aussi valable. Alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert justement à montrer non pas ce supplément d'âme à la nutrition, ce supplément d'âme à la production alimentaire, mais ce côté essentiel. Essentiel au sens où je ne mange pas que des protéines, des lipides ou des glucides. Si je ne comprends pas que ce que je mange, c'est aussi des symboles, des signes, eh bien, je tombe malade. Je ne suis pas bien. Si je ne produis pas des produits alimentaires qui s'inscrivent dans une culture, je ne peux pas les consommer. Je mange des produits qui s'inscrivent. Et donc c'est cette dimension-là sur laquelle nous travaillons. Alors, on le voit dans le domaine de la santé, on le voit dans le domaine de la mise en marché des produits, dans des relations des produits à l'histoire et au patrimoine, les patrimoines gastronomiques. On le voit dans la façon dont les grands de la gastronomie utilisent bien sûr des produits, des carottes, mais on ne va pas dans un grand restaurant pour manger des carottes ou du saumon. On y va parce qu'il va s'y passer quelque chose de particulier dont l'alimentation est le support. C'est d'être ensemble, d'une convivialité. Oui, on ne va pas dans un restaurant simplement pour manger des carottes et des oignons ou de la viande de veau. On y va parce qu'il va s'y passer quelque chose, parce qu'on va y partager, parce qu'on va y célébrer. Et l'alimentation, donc, c'est cette dimension-là culturelle qui nous intéresse. Elle ne se réduit pas à ses dimensions nutritionnelles ou à ses dimensions matérielles. Dans quel domaine de recherche vous inscrivez-vous? Alors mes recherches concrètes, elles sont par exemple des grandes enquêtes qu'on fait à travers des baromètres, qui sont des enquêtes quantitatives, qui cherchent à comprendre l'évolution des pratiques alimentaires des populations. En ce moment, par exemple, je travaille beaucoup en Asie dans le cadre de la Share Food Studies, en Indonésie, en Malaisie, où on essaye de comprendre comment s'opère la transition protéique dans des pays en développement. C'est-à-dire comment on passe d'une situation dans laquelle on consomme principalement des protéines d'origine végétale à une situation avec le développement où la part des protéines animales augmente. Mais comment cette part est influencée par des phénomènes culturels, religieux, des tabous qui font que un Indien, un Indonésien, un Malaisien musulman vont pas faire les mêmes choix sur les protéines animales. Comment également, quand on a atteint un certain niveau de développement, cette part des protéines d'origine animale diminue. Et à l'horizon de ces réflexions, de ce travail-là, eh bien, on voit que c'est l'impact environnemental, c'est le challenge de la faim dans le monde qui sont à l'horizon. Un deuxième thème de travail, c'est par exemple l'étude des comportements alimentaires contextualisés. Alors là, je suis à une échelle micro, à l'échelle de l'individu et des interactions entre les individus. On a développé une plateforme qui s'appelle Ovalie, dans laquelle on étudie l'influence des contextes sur les comportements alimentaires. Alors, le contexte, c'est deux choses. D'abord, c'est le contexte physique, c'est comment est organisée la table, mais c'est surtout le contexte social. C'est avec qui je mange. Et donc, pour étudier ça, on a une plateforme dans laquelle il y a des espaces qui sont
modulables et qui peuvent être transformés en une salle à manger familiale, où on pourra avoir le père, la mère, les enfants qui vont pouvoir manger. On a une situation dans laquelle une petite cantine pour des élèves, un restaurant un peu classique où on mangera un restaurant gastronomique, puis une salle d'hôpital, une chambre d'hôpital. Vous voyez, tous ces différents univers dans lesquels on va essayer de comprendre les comportements alimentaires. Et pour comprendre ça, on utilise un certain nombre de technologies contemporaines, dont la reconnaissance faciale, et nous travaillons sur la reconnaissance faciale des émotions gustatives, mais également la façon dont elles se communiquent, dont elles se contaminent entre eux. Vous voyez, je prends un verre de vin, je mets le nez dessus, et déjà, mon visage se met à évoluer. Et je vous regarde, on va partager ce verre, avant même que nous ayons parlé, qu'on ait même discuté, eh bien, nos visages ont dit des choses. Et ce sont ces émotions-là qui nous intéressent comme un flux supplémentaire de données à partir desquelles des sociologues peuvent travailler. Pour faire simple, un sociologue, ça travaille avec des données d'observation. Il regarde ce qui se passe et essaye d'interpréter. Il travaille également, un sociologue, avec ce que les gens disent, expliquent, rapportent, avec des interviews, des focus group, avec des questionnaires. Vous voyez, donc on récupère des données sur des expériences, des pratiques, où on observe des pratiques. Et là, on a, grâce à des technologies contemporaines, un troisième flux de données qui viennent enrichir, augmenter les différents niveaux d'analyse des comportements alimentaires. Avez-vous plusieurs ou un seul objectif méthodologique, organisationnel ou bien scientifique? Alors, à quoi ça sert tout ça? Vous voyez, par exemple, si je prends Ovalie, une des recherches qui est en train de démarrer, c'est une recherche qui va travailler sur la socialisation alimentaire d'enfants atteints d'un syndrome, qui est le syndrome de Prader-Willi. Ce sont des enfants qui mangent un peu tout le temps, sont atteints de boulimie, et quand ils se mettent à manger comme ça, plus rien n'existe autre que l'assiette. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre comment le phénomène de socialisation s'opère, ou en l'occurrence, s'opère de façon dysfonctionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, socialisation? La socialisation, c'est le processus par lequel un enfant intériorise les règles qui permettent de manger normalement dans la société où il est né. Ça veut dire manger normalement, ça veut dire respecter un certain nombre de règles, ce qui est à moi, ce qui est au voisin, la quantité que je peux ingérer sans choquer, ou celle que je ne peux pas. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de règles implicites, de proportion, de quantité, de respect, de ce qui est à moi, ce qui est aux autres, de distribution. Toutes ces règles, elles s'acquièrent dans le silence, de l'imitation, parfois un peu de conflictualité, à l'intérieur de la famille. Et puis il y a des gamins qui ont des problèmes de santé, et pour lesquels ce phénomène ne fonctionne pas normalement. Et donc on va travailler à observer cela, par exemple en mettant en scène un repas familial, avec nos dispositifs de captation. On fait ensuite un petit film. Ce petit film permet de refaire des entretiens réflexifs avec la famille, où on voit 3-4 minutes et on suggère à l'enfant: mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu ne regardes plus personne? Qu'est-ce qui se passe? Comment maman intervient? Etc. Et on a ici à la fois de l'observation et à la fois de l'interaction avec les enfants par la suite. Quelles sont les plus-values de vos recherches et les résultats qu'elles vont amener? Alors les plus-values de ces recherches, quand on est dans le quantitatif et les grandes enquêtes sur la transition nutritionnelle, c'est très clairement la question du challenge de la faim dans le monde et des conséquences environnementales. C'est aussi la question du respect des cadrages culturels, des particularismes culturels liés à l'alimentation. Donc c'est aussi la question du bien-être des populations. Quand on est sur Ovalie et quand on est sur l'échelle individuelle, le challenge, c'est de saisir la construction des registres alimentaires et l'apprentissage des règles qui fonctionnent dans l'allant de soi. C'est-à-dire toute une partie qui
nous est à la fois connue, parce qu'on la met en œuvre, parce qu'on l'applique, mais on n'en a pas conscience. Et donc il y a ici une mise au jour avec des outils modernes, contemporains, une mise au jour de cet appareil normatif. Partagez-vous vos recherches et vos résultats avec vos étudiants? Bien évidemment, ces recherches nourrissent mon enseignement et invitent aussi les étudiants à poursuivre leur travail en thèse, à s'engager dans les travaux de thèse, dans la lignée de ces travaux. Et on a à l'université une connexion très grande entre recherche, enseignement et développement des carrières. Vous souvenez-vous de certains feedbacks faits par des étudiants sur ce que vous leur avez apporté des résultats de vos recherches? Les résultats les plus passionnants, c'est effectivement lorsque l'étudiant cesse d'être seulement étudiant, mais est un acteur de la recherche, et qu'en fin de compte, après, on va signer un papier en commun, parce que on a travaillé collectivement, et je ne parle pas seulement des thèses, je parle de différents niveaux du travail de recherche, qui commence un petit peu avec la maîtrise, hein, même si en maîtrise, le travail de l'étudiant est centré sur l'apprentissage. Sur la thèse, l'apprentissage continue, mais il y a un vrai travail scientifique de production. Et puis dans les post-docs, on est dans des vrais partenariats scientifiques. Merci à vous de nous avoir reçus. À bientôt pour de nouveaux résultats. Merci.